Salut et bienvenue dans mon garage pour un nouveau live. Je vais attendre que tout le monde arrive. Euh, rien de spécial rien de spécial cette semaine. On devrait peut-être parler du Montana la semaine prochaine avec Bastien. Donc à voir, à suivre. On vous tiendra au courant. Mais donc voilà pour ça. Sinon pas grand chose. L'été avance à grands pas. Et donc voilà. Salut Mercor. Quoi d'autre? Box on this light. Box on this light. Si vous cherchez un petit couteau pliant sympatoche qui coûte 20 balles, c'est un super couteau. Bon, on connaît tous le 110, on adore tous le 110, mais le 110 light, tiens, vu qu'on a des millis là, voilà, vous pouvez mettre ça dans votre sac. C'est un super petit pliant pour tout ce qui est bouffe, EDC et tout. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je crois que c'est à peu près tout. Tout va bien dans le jardin. La nouvelle poule. Oui, tu peux buter un grizzly avec le 110 light sans problème. La nouvelle poule, c'est bien intégré. Donc ça, salut Juju. Ça, on est super content parce que c'est jamais. Moi, j'ai l'Opinel 8 en pliant pour le sauciflard. Box 110. Mieux. La nouvelle poule, c'est super bien intégré. Donc là, on est super content parce que c'est toujours un petit peu délicat d'introduire une poule comme ça à un clan déjà. Et donc ça s'est hyper bien passé. J'avais aucun doute sur nos poules. Le problème, c'est aussi la nouvelle poule, quoi. Donc, Papillon, on l'a appelé Papillon, on l'appelle Papy. Papy est super sympa et donc ça se passe super bien et on est content. Donc voilà, c'est à peu près tout. Calix Talu, je vais commencer à prendre des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Ça va très très vite, le fil des questions va très très vite. Parfois je zappe votre question, je ne la vois pas. Donc voilà. Que penses-tu du Spyderco Rubicon 2? En as-tu un? Ben non, j'en ai pas. Donc j'en pense rien. Je ne donne jamais mon opinion positive ou négative. Je ne donne jamais mon opinion sur un outil que j'ai jamais eu en main. Voilà. C'est comme ça. Bushcraft Canada 18. Peux-tu nous parler des armes aux USA et donner ton point de vue sur les armes dites de guerre? Je sais pas ce que c'est qu'une arme de guerre et j'ai donné mon point de vue tellement de fois sur le blog notamment et sur ma chaîne YouTube. Je donnais mon point de vue, on s'en branle de mon point de vue en fait. On s'en branle de mon point de vue, surtout sur ce que tu appelles les armes de guerre. Je sais pas ce que c'est qu'une arme de guerre. Charlie 5175. C'était pas toi la semaine dernière qui avait des problèmes de voisinage? Je voulais savoir comment faire pour ne pas avoir le cerveau qui freeze quand on est témoin d'une scène choquante, genre accident de la route, et rapidement venir en aide aux gens. Alors je suis pas spécialiste de la question. Je pense que il y a définitivement il y a ce qu'on appelle l'exposition.
à certaines choses qui va aider. C'est toujours pareil, un pompier ou un mili ou un flic ou un urgentiste qui arrive pour la toute première fois sur une scène difficile va avoir plus de mal psychologiquement, émotionnellement. Il y a toujours des exceptions que quelqu'un qui le fait depuis 10 ans. Donc il y a une certaine, il y a quelque chose qui se passe quand on est exposé à certaines choses. Donc le problème, c'est bien évidemment, c'est pas un problème, c'est la bonne chose. Le truc qui est bien, c'est que nous, en tant que citoyens, on n'est pas exposé à ce genre de choses tous les jours. Donc c'est une bonne chose que ça reste choquant. Maintenant, chacun réagit et va réagir différemment à certaines scènes. C'est pour ça que parfois j'emploie aussi un langage assez brutal. Vous êtes ici sur ma chaîne parce qu'on est sur une chaîne survie-survivalisme. Et donc ça implique certaines prises de conscience. Et c'est pour ça que je le fais souvent exprès de vous engager et d'utiliser un langage parfois assez cru. Même si c'est pas forcément comme ça que je parle dans la vie de tous les jours, mais de vous engager sur un terrain qui parfois peut choquer ou parfois peut être un petit peu difficile. C'est pour ça que j'emploie aussi des exemples qui peuvent être un petit peu torturés, comme par exemple, j'emploie toujours les exemples de la petite fille de 12 ans dans un accident de la route qui vient de perdre un bras. C'est une image assez choquante. J'aurais pu employer l'image d'un mec de 35 ans qui s'est un petit peu coupé. Voilà. Non, j'emploie l'image d'une petite fille de 12 ans qui vient de perdre un bras. Toutes ces petites choses-là, c'est de l'exposition. Je vous encourage, par exemple, c'est ce que je fais. J'en parlais d'ailleurs avec une copine américaine. Mais elle est hyper sensible. Et je lui ai dit de commencer à suivre quelques pages sur Instagram, quelques pages de médics, pour un petit peu commencer cette désensibilisation, au moins par du visuel. Et donc je pense que c'est beaucoup une question de désensibilisation. Alors désensibilisation ne veut pas dire que qu'on n'a plus de compassion, ne veut pas dire décompassion, je sais pas les Asies. Ça veut juste dire qu'on est plus capable de garder une certaine équanimité face à certains événements qui peuvent venir nous bouleverser émotionnellement et psychologiquement. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire sur le sujet. Après, c'est dur de se désensibiliser, mais c'est par là que je commencerai. Moi, je suis deux ou trois mecs médics sur Instagram. C'est des comptes vraiment très intéressants pour moi, des pages très intéressantes pour moi, non seulement pour l'aspect médical, de voir un petit peu les choses, voilà. Mais après aussi, c'est une question de désensibilisation un peu. De pas être pris au dépourvu, effectivement, d'arriver sur un accident de la route et d'être paralysé. Donc voilà. Mais après, tout le monde va réagir de différentes manières. Les mecs, ça se trouve, c'est le mec en tongs et en queue de cheval qui va assurer sa race. Et puis le guerrier du dimanche en 5.11 va être en train de gerber sur le bord de la route. On ne sait jamais comment on va réagir. Vinzao26, où est-ce que tu achètes tes chemises? C'est ta mère qui me les vend sur Internet. Sébastien Monroe, tu as vu le rapport de l'ONU sur l'état des sols? Non, je ne lis pas les rapports de l'ONU. Je pense que c'est des menteurs comme tous les autres. Je vois pas pourquoi je perdrais mon temps à lire le rapport de l'ONU. Autant passer son temps à lire. Il y a tellement de choses merveilleuses à lire sur cette terre. Pourquoi se faire chier à lire les rapports de l'ONU? En plus, j'ai pas besoin de l'ONU pour me dire qu'on est en train de niquer les sols. Bernard du 15e, es-tu tenté par le Spardeco Paramilitary 3 Lightweight? Non. Mais je suis sûr que c'est bien, hein, mais je suis pas tenté.
Pour moi, le Spyderco, ça s'arrête à l'Endura et au Delica. J'ai pas besoin, enfin, je pourrais tous les acheter, hein, mais j'ai vraiment pas, voilà, j'ai pas besoin. Box 110, 20 balles, putain, c'est génial. Calixi, Calixteliosu, camper en forêt, quels sont les risques législatifs? Bon, regarde, si vous commencez à me parler des risques législatifs pour planter une tente en forêt, on va pas s'en sortir, hein. Encore une fois, on est sur une chaîne un petit peu, voilà, hein, un petit peu couillue. Survivalisme, résilience, autonomie, prévoyance, les risques législatifs de camper en forêt, je m'en branle, mais alors d'une force hallucinante. Donc voilà, je comprends pas. Huguner, tu peux nous donner les références du kit radio présent sur ton chest? C'est en hashtag. Il y a beaucoup de gens qui me posent les questions par rapport à mes publications sur Instagram, genre alors il y a ceux qui croient savoir, donc ils me disent ah putain c'est un 357 je sais pas quoi, alors que non, c'est pas du tout ça. Puis après il y a toujours les gens qui me demandent ouais c'est quoi ce que t'as mis sur la photo. Regardez les hashtags les gars, les hashtags et puis les tags, c'est tout marqué, hein. Salut la Belgique. Bushcraft Canada 18. Je voulais juste que tu commentes l'actualité. Ouais, enfin bon, moi je voulais juste manger un banana split et avoir les contre-arguments sur les gens qui veulent interdire les armes automatiques, ce qu'ils appellent les armes de guerre. Alors déjà, il n'y a pas à interdire les armes automatiques. Les armes automatiques sont déjà interdites aux États-Unis. Donc ils disent de la merde et tu dis de la merde aussi. C'est ça qui est difficile dans nos sociétés aujourd'hui, c'est que putain, tout le monde dit de la merde, quoi. Donc, c'est dur de répondre à une question de merde sur un sujet qui est déjà merdique. Non, j'ai pas envie, voilà, interdire les armes automatiques. Il n'y a pas d'armes automatiques, c'est déjà interdit les armes automatiques. Donc, voilà. Salut du nord de la France, salut du sud de la France. Franck 74 1307. Est-il utile d'avoir des munitions dont on ne possède pas l'arme qui va avec? Ouais. Ça dépend quelle arme déjà tu as. Si t'as la base, je dirais non, lâche l'affaire. En même temps, si t'as rien à la maison, peut-être qu'effectivement, voilà, avoir quelques boîtes de 12, de 22 et de 9, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, ces questions-là, c'est toujours pareil aussi. Ça dépend pour moi. C'est parce que c'est une question de priorité, donc ça dépend. Est-ce que tu as un jardin potager? Est-ce que tu produis déjà ta propre nourriture? Est-ce que tu produis ta propre électricité? Est-ce que tu produis ta propre économie? Est-ce que tu es résilient à l'échelle des outils, à l'échelle des matériaux, à l'échelle des matières brutes? Tu vois, il y a toute une priorité, il y a toute une montagne de priorités indépendante et autonome et résiliente avant d'envisager le stockage de munitions d'une arme que tu n'as pas à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une bonne question parce que dans certains cas, je pense que effectivement ça peut être intéressant dans certains cas, mais est-ce que tu vois, avant, il y a toute une liste, quoi.
Et puis, encore une fois, si tu as à la base à la maison, si tu as un 12, une 22, une arme de poing en 9 mm et une arme genre en 7,62 par 39 ou en 223, 5,56, alors je dirais non, lâche l'affaire, stock ce que tu as à la maison. Igor des Pyrénées. Envisages-tu de mettre en location saisonnière ta ferme urbaine quand tu es en vacances sur la Côte d'Azur, par exemple? Alors, bon, toi, tu dois être nouveau. Je ne prends pas de vacances. Je vais pas en vacances. Et si j'allais en vacances, si je partais en vacances, ce serait certainement pas sur la Côte d'Azur. Encore une fois, vous arrivez, vous êtes tellement ordinaire et normal. Ceci n'est pas un contexte normal, les gars. Moi, je vais pas en vacances sur la Côte d'Azur. J'achète de l'essence. Je soigne mes poules. Je comprends pas où vous en êtes. On peut pas avoir une vision survivaliste de notre monde et partir en vacances sur la Côte d'Azur en mettant en location saisonnière sa base autonome durable. Je veux dire, c'est complètement débile. Déjà, non, viens pas chez moi. Deux, je louerai jamais ma maison. C'est n'importe quoi. Trois, je pars pas en vacances. Quatre, certainement pas sur la Côte d'Azur. Donc complètement à côté de la plaque. On vit pas dans le même monde, les gars. Là, on vit pas dans le même monde. Je comprends pas ce type de questions. Ou alors t'es nouveau, tu sais pas. Je comprends pas. Olive Body, tu t'attends à des restrictions sur les armes suite au mass shooting? Oui, toujours. De toute façon, qu'il y ait mass shooting ou pas, que ce soit des false flags ou pas, peu importe, ça fait 10 ans que je le dis, la totalité, la globalité de nos sociétés sur Terre se dirige vers la confiscation des armes à feu pour le citoyen lambda. Le gouvernement qui se globalise de plus en plus, la mondialisation veut que nous, les citoyens, nous soyons désarmés. L'idée, c'est que seules nos élites et nos gouvernements seront armés à terme. Donc oui, qu'il y ait mass shooting ou pas, qu'il y ait shooting ou pas, de toute façon, c'est là qu'on se dirige. Donc à nous de prendre des précautions, à nous de se battre sur une multitude de terrains et une multitude de fronts pour pouvoir garder nos droits naturels. Et un de nos droits naturels, c'est de pouvoir s'assurer qu'on reste en vie, tout simplement. Donc voilà. Après, oui, c'est sûr que ce genre d'événement, comme on vient d'avoir, peut accélérer les choses. Le bon côté du truc, c'est que on voit un petit peu où les gens se placent durant ce genre d'événement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, en fait, il y a à peu près, je dirais, 3 ou 4 catégories de gens par rapport aux armes à feu. Il y a la catégorie qui est totalement contre et qui voudrait bannir la totalité des armes à feu possédées par le citoyen. Ce sont généralement des gens de gauche qui détestent le gouvernement et qui pensent que notre gouvernement actuel est un gouvernement nazi, fasciste, raciste et ainsi de suite, mais ils veulent se séparer de leurs armes à feu pour que ce gouvernement qu'ils jugent raciste et fasciste et nazi soit les seuls à avoir des armes à feu. C'est le délire complet, hein. On vit dans une époque complètement fantastique. Et donc voilà, il y a cette première catégorie de gens qui veulent complètement interdire l'accès aux armes à feu par le citoyen. Ensuite, il y a une catégorie, alors il y a la catégorie du milieu. Il y a toujours cette catégorie un petit peu centriste, casse-couille. Moi, je préfère dealer avec des gens de gauche, par exemple, et d'extrême gauche, plutôt que les casse-couilles centristes, où on ne sait jamais où ils vont se placer. Ça me stresse. J'aime bien savoir où est mon ennemi
et comment il se nourrit et de quoi il se nourrit. Mais donc on a tous les centristes. Alors il y a les centristes généralement qui vont dire bon, les armes à feu. Alors il y a les centristes de gauche et les centristes de droite. Alors les centristes de gauche, ils sont contre les armes à feu, mais ils disent bon, avec des législations, mais bon, il faudrait des législations, tu vois, des législations d'enculés, quoi, des trucs où tu peux juste porter, t'as juste le droit d'avoir une 22 long rifle à verrou qui fait 57,3 cm de long. Mais bon, on est encore voilà. Et puis après, tu as les centristes de droite. Alors c'est très impressionnant. On a souvent ces gens qui sont pro armes à feu, qui ont des armes à feu à la maison, qui sont pour la défense personnelle, qui sont pour toutes ces choses-là, mais qui continuent de penser qu'il faut plus de restrictions. Donc, en fait, c'est les pires pour moi. C'est les pires. J'en connais beaucoup. J'ai beaucoup de gens autour de nous qui sont pro-armes, qui ont des flingues à la maison, mais qui veulent voir plus de restrictions, plus de législation, plus de lois par rapport à la possession et au port de l'arme à feu. Ces gens-là, qu'ils pourrissent en enfer. Et puis après, la quatrième catégorie, la dernière catégorie, c'est la catégorie du non-compromis, c'est la catégorie du je suis pour les armes à feu. Il y a déjà trop de restrictions. On a un amendement, c'est dans notre constitution, on a le premier amendement qui est le droit à la parole, et on a le deuxième amendement qui est le droit de se défendre et donc de posséder et de porter une arme à feu. Et donc c'est dans notre constitution, et donc là on parle plus de constitutionnaliste. Putain, là j'ai du mal. C'est là où mon cerveau français, anglais se mélange et c'est le bordel. Mais donc, bref, des gens qui appliquent la Constitution américaine, et donc c'est notre second amendement, et il y a déjà, et c'est ma catégorie, c'est mon clan, on trouve qu'il y a déjà trop de régulation, trop de législation et trop de lois prohibitive par rapport à ce second amendement. Donc c'est un petit peu les quatre catégories qu'on a de gens aux États-Unis. Bien évidemment, ma catégorie, on est minoritaire. Vu que les trois autres catégories sont pour l'application de plus de lois, on est niqué. À un moment ou à un autre, on est niqué. Et là, on voit comment s'organise un petit peu le gouvernement actuel, et on voit un petit peu l'enculade arriver. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se ruer une fois de plus sur les AR, les AK, les MUN, les flingues. Tout le monde va acheter des flingues comme c'est pas possible. Les prix vont enfler, les prix vont monter. Voilà. Et au final, comme je l'ai dit, et pour répondre à ta question, effectivement, voilà, ça va peut-être accélérer cette intention de restriction globale qui est imposée et qui va de plus en plus être imposée à nous, les petits citoyens lambda. Okay, encore une fois, l'idée c'est que nos gouvernements soient les seuls à posséder des armes à feu, et c'est beaucoup plus facile de nous asservir de cette manière-là. Alors je vais zapper là parce que j'ai parlé pendant longtemps, donc oh putain, ouais, j'ai zappé plein de trucs, donc voilà. Euh, Alors j'ai zappé pas mal de trucs. Ok, donc d'autres questions?
Alors, Metal Ben, quels sont les métiers qui sont les plus résilients selon toi? C'est à l'orthographe. Les métiers que les survivalistes devraient connaître un minimum. J'ai déjà répondu plein de fois à cette question. J'ai fait pas mal de vidéos. Mais je pense que les métiers, ça dépend. Ça dépend de qui tu es, ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie. Mais bien évidemment, voilà, les métiers manuels de base sont intéressants. Ne serait-ce que d'avoir des connaissances de base dans l'univers du bois et l'univers du métal. Déjà, si tu connais ces deux univers un minimum, tu peux fabriquer tes propres outils, réparer, maintenir, faire une multitude de choses. Donc c'est toujours très intéressant. Et après, les métiers, docteur, c'est bien. Hein, voilà, infirmier, c'est bien. Bref, voilà, j'en sais rien. Moi, j'ai déjà répondu. Euh... Sébastien Monroe, vas-tu faire une vidéo ou une photo Instagram sur ton kit Inch actuel? Alors le kit Inch, mon kit Inch actuel, je regarde là-bas parce je suis en train de le remettre à plat. Il est en train de changer un tout petit peu. Et donc, effectivement, je voulais faire une vidéo sur mon Inch. Donc Inch, hein, I'm never coming home. Je ne reviendrai plus jamais à la maison. Mais donc il est en cours. Je suis en train de le fignoler, de le finaliser. Mais je vais faire ça. Je vais faire ça à un moment donné. Je pense faire une vidéo. Iflo, ton couteau en EDC. Mon couteau en EDC, c'est le même depuis quelques mois. Voilà, Spyderco Street Bowie. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me demandent, putain, mais comment tu portes le Street Bowie? C'est quoi ce délire? Parce que c'est une lame assez imposante et en fait, je porte le Street Bowie. Donc j'ai refait un Kydex. Le Kydex, je ne l'aime pas trop. D'ailleurs, il est là, je crois. Le Kydex qui vient de chez Spyderco. C'est bien, mais c'est pas voilà, c'est pas ce qu'il me fallait. Moi, je voulais quelque chose, vu que je le porte en inside, je voulais quelque chose de plus streamline. Donc, j'ai fait un Kydex, hop, et je l'attache à ma ceinture et tout simplement, je le porte en inside comme ça. Hyper rapide à déployer, hyper rapide à mettre en place, à une main. En inside comme ça, en appendice, franchement, voilà, ça fait des mois et des mois maintenant parce qu'à chaque fois on me demande, mais ça fait des mois que je le porte comme ça. J'ai toujours porté mes couteaux en appendice, donc voilà, je sais que c'est pas très courant, surtout pour une grosse lame fixe comme ça, mais voilà, c'est comme ça que je porte. Ok, merci. Il est désigné par Fred Perrin, exact. C'est un voilà Street Bowie de Fred Perrin et Spyderco. Kirby Foe, salut Volwes. Penses-tu que commencer à 20 ans à travailler manuellement en France, on peut réussir ton rêve américain? Oui, je pense que oui. Faut tomber dans les bons trucs, mais je pense que ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe depuis à peu près 20-30 ans en France, c'est qu'on a eu une transformation un petit peu de l'éducation nationale. C'est ce qui m'est arrivé par exemple, où on a commencé à privilégier les mathématiques par exemple. Alors moi je suis pas du tout maths, donc j'étais nul à chier à l'école. En plus, allergie sévère au système éducatif et à l'éducation nationale. Allergie sévère. Là on est sur un taux d'allergie assez prononcé. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu un changement, une espèce de transformation dans l'éducation nationale, à vraiment pousser une élite et à pousser les mathématiques.
et en fait a poussé à la course au diplôme. Et on a abandonné, le métier manuel. Que ce soit pour les filles ou les garçons, on a abandonné, on a commencé à mal voir, par exemple, tout ce qui est CAP, BEP, école boule, toutes ces choses-là, ça a commencé à être mal vu en société, c'est-à-dire que pour la faire courte et la plus directe possible, si tu sors pas en France avec un bac plus 6 de mes couilles sur un sujet complètement débile, tu es une grosse merde de cancre. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de jeunes qui auraient pu faire carrière et de très belles carrières dans certains métiers manuels, comme par exemple la plomberie, l'ébénisterie, toutes ces choses-là, la mécanique même, se sont vus dénigrés. Et en fait, les jeunes ne voient plus ces matières comme des matières pouvant être intéressantes. Alors, ce qui s'est passé, retour de pédale, c'est qu'aujourd'hui, si tu es plombier à Paris, que tu fais bien ton truc, que t'es pas un enculé, et que t'es pas une grosse merde, si tu fais bien ton truc, que t'es plombier à Paris, que t'es super gentil, que tu mets des petits chaussons quand tu arrives dans les appartements des gens, que tu balayes derrière toi, tu l'as fait à la japonaise un peu, bonjour monsieur, bonjour madame, tu peux te faire des couilles en or. Pourquoi? Parce que on n'a plus de plombiers, on n'a plus de charpentiers, on n'a plus de peintres, on n'a plus toutes ces choses-là qui peuvent venir travailler à domicile chez les gens, et donc en fait on a une demande incroyable. Moi je vois surtout sur cette génération baby boom, parce que les mecs ils ont tous divorcé. Alors c'est que des femmes seules, des hommes seuls, peu importe, avec beaucoup de pognon, et ils savent pas attacher une tringle à rideau. Donc si tu veux, si tu arrives sur le marché là, que t'es pas trop con, que tu as pu acheter une petite estafette, que tu as des outils et tout, que tu peux être sur des grandes villes comme ça, à t'occuper des baby boomers en leur attachant leur tringle à rideau, en leur refaisant leur placo, en leur installant leur cuisine Ikea, en leur changeant leur bidet, tu vois, des conneries comme ça, des couilles en or, mon gars, des couilles en or. Donc oui, je pense que ça c'est le retour de pédale, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus faire plombier parce que c'est dégueulasse et puis que c'est pas prestigieux, c'est pas un bon métier, voilà, queue de cheval, genre cadre supérieur ou je fais des sites web ou ou journaliste. Donc voilà, t'es un clodo, t'as été cancre, t'as fait un CAP de plombier. T'es vraiment qu'une grosse merde, mais en attendant t'es à ton compte, tu bosses, et si tu bosses bien tu te fais des couilles en or. Donc j'espère que j'aimerais sincèrement, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent, si vous êtes jeune, que vous êtes encore à l'école, émancipez-vous de cette pensée typiquement française, typiquement culture française, qui vous pousse à devenir des consommateurs de base, bac plus 6. En plus, vous allez faire des bacs à la con. Tout le monde s'en branle. Moi, j'avais une copine à l'école, je sais pas combien d'années de fac elle a fait, des années et des années de fac de merde, d'histoire, de l'art, vraiment des conneries. Et aujourd'hui, elle a du mal à le faire. Voilà, elle fait du yoga. Je veux dire, elle est prof de yoga le dimanche matin, quoi. Elle fait 20 balles par semaine. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu dommage toutes ces écoles à vocation. Je pense que c'est dommage que dans la culture française, on est encore en train de voir les métiers manuels, les plombiers, les charpentiers, les mécaniciens, les peintres, comme des grosses merdes de cancre. Ça me casse les couilles. Et donc oui, pour répondre à ta question, absolument, tu peux parfaitement réussir ton rêve américain en faisant du travail manuel en France, à condition encore une fois que tu sois intelligent, que tu sois bon travailleur, bosseur, et un petit peu japonais, allemand.
Tu vois, un petit peu genre, je te dis, chaussons quand t'arrives, balai, aspirateur, tu vois, quand tu repars, putain, les gens se disent, putain, mais ce mec est un génie. Il m'a remplacé toute ma cuisine, il m'a monté toute ma cuisine Ikea, et il y a pas un truc par terre. Moi, ça a été mon cas à Los Angeles. J'ai fait mon trou en fait à Los Angeles pour deux raisons. Première raison, je parle anglais. Parce que généralement tous les mecs qui font du travail manuel ils sont mexicains et ils refusent d'apprendre l'anglais, donc personne parle anglais. Donc déjà quand tu arrives et que tu peux communiquer avec la personne qui t'engage, c'est plus sain. Et deux, j'ai toujours fait du bon travail, mais surtout je faisais du travail propre. C'est-à-dire que je sortais de chez les gens, il y avait pas de la merde partout sur leur canapé. Okay. Alors, je vais zapper encore un petit peu parce que j'ai zappé. Encore une fois, j'ai parlé beaucoup là. Euh, de rien, Sancho 1-1-1-1-1-0. Euh, euh, les longues études, ça évite le chômage trop tôt. Ou aller trouver une formation accès pratique. Alors, j'ai parlé un petit peu de cette idée de formation la semaine dernière. J'ai toujours pas déposé le live sur YouTube d'ailleurs. Euh, il faut se méfier des formations. Il y a des formations qui peuvent être intéressantes, certes, mais encore une fois, je pense qu'il y a une certaine qualité. Je pense que c'est pas une case obligatoire. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui est bizarre avec la culture française, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est une case obligatoire. C'est-à-dire que le français moyen, dans la culture française, il faut faire une formation si tu veux avoir un extincteur d'incendie à la maison. Alors, est-ce que la formation sur l'extincteur d'incendie est intéressante? Oui, bien sûr qu'elle est intéressante. Mais est-ce que c'est obligé de faire cette putain de formation cheap sheet putain, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui vous plombe en fait. Ça vous casse l'inertie. Il y a trop, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Il y a trop de choses à porter. Les formations, encore une fois, ça peut être bien, mais en même temps, des fois, les formations, c'est juste là pour vous alourdir. Est-ce que tu as besoin d'une formation? Moi, c'est ce que j'ai fait à Los Angeles. J'ai pas fait de formation. Est-ce que j'ai eu besoin de faire une formation pour commencer à construire des cuisines Ikea chez les gens? Non. Je veux dire, voilà, si c'est toi, soit tu es un peu doué avec tes mains, tu te sors les doigts du cul et tu fais un truc de ta vie, soit tu es une grosse merde manuellement, et alors là, effectivement, soit tu fais des formations parce qu'il faut tout que tu apprennes, soit fais autre chose. Tu vois. Alors, euh, voilà. Pâle, Leil. En Suisse, ça devient gentiment pareil. Le peu de jeunes motivés par la pratique ont des barrières d'entrée pour leur apprentissage car elles n'ont pas un pseudo-niveau scolaire à 15 ans. Moi, quand je regardais nos grands-parents, quoi, nos grands-parents qui sortaient de l'école, putain, à 12-13 ans, et ils envoyaient le pâté, quoi, les mecs. Hein. Ils savaient mieux écrire que vous tous, là, déjà, moi inclus. Hein. Ils savaient mieux écrire que nous tous. Ils parlaient mieux que nous tous. Ils écrivaient mieux. Et puis, putain, ils étaient au taquet, quoi. Alors, je sais pas d'où ça vient, cette histoire de formation, à vouloir toujours être formé partout et surtout. Je sais pas d'où ça vient. Mais je pense que c'est juste, c'est lourd, quoi. Euh, voilà.
Si vous avez d'autres questions, j'ai zappé plein de questions, je suis désolé. Voilà. Oui, par exemple, voilà, les Fab Labs. Fab Labs, c'est intéressant. Alors, Nexi Axirox. Mon arrière-grand-mère savait pas écrire. Alors ça, c'est le genre, il y a toujours un connard pour venir faire ça. Je suis obligé de parler en termes de généralité, du con. Bien évidemment qu'il y a toujours des exceptions, Ton arrière-grand-mère savait pas écrire correctement ni parler français. Voilà, bah, c'est dommage pour elle. Et après, faut arrêter de fantasmer le avant. C'est pas parce que je dis que l'éducation nationale était quand même vachement plus péchue il y a 70 ans qu'aujourd'hui que je fantasme le avant. Encore une fois, il y a toujours un connard pour venir personnaliser le truc. Oh oui, mais moi, mon grand-père. Oh oui, mais moi, mon arrière-grand-mère. Oh oui, mais moi. Oh oui, mais moi. Je parle pas de toi. Je fais une généralisation. Je suis obligé de parler en termes de généralisation. Quand tu vois comment nos parents et nos grands-parents sortaient de l'école avec leur brevet d'aptitude secondaire ou je sais pas comment ça s'appelle là, et quand tu vois le niveau qu'ils avaient par rapport à notre niveau aujourd'hui, je suis désolé, mais c'était plus péchu. Et ça ne veut pas dire que je fantasme le avant. Au contraire, sur toutes mes vidéos et depuis le début du blog, je dis que je ne suis pas là pour fantasmer le avant. Je dis au contraire, je n'aurais pas aimé aller chez le dentiste, par exemple, il y a 70 ans. Je le dis toujours. Donc arrête de projeter et travaille un petit peu avec moi. On n'est pas là pour faire du truc perso un à un, c'est complètement ridicule. Maintenant, si tu penses que je fantasme le avant et que oh mais putain tu m'as insulté, va te faire foutre. Va ailleurs, va sur une autre chaîne, désabonne-toi et dégage. Dégage parce que c'est vraiment casse-couille. C'est casse-couille de devoir expliquer aux gens en 2019 qu'on est obligé sur Internet, quand on fait une vidéo, de parler en termes de généralité parce que je ne connais pas ton arrière-grand-mère. Enfin, c'est quand même incroyable. Bien évidemment qu'il y avait des gens il y a 70 ans qui ne savaient pas parler français. Il y en a encore aujourd'hui. Est-ce qu'il faut le dire à chaque fois? Alors à chaque fois que je vais dire quelque chose, oui, attention, je parle en termes de généralité, bien évidemment. La grand-mère de Nexi Axirox ce sera différent, hein, parce que 17 générations du terroir de je sais pas quoi, et donc là, on est sur un terrain un petit peu difficile. Hein. Faut arrêter de déconner. Quoi d'autre? Tu vois, il m'énerve. Certificat d'études. Merci Dems 650. Quand tu vois comment nos grands-parents sortaient du certificat d'études, et pareil, Dems 650, beaucoup rateraient le certificat d'études aujourd'hui. Je pense qu'on serait surpris en fait du nombre de gens qui rateraient le certificat d'études. Voilà, je dis ça, je dis rien. Putain. Ignis à quoi? Malheureusement en France, quand tu te présentes à un taf, si tu n'as pas la formation correspondante, tu peux rêver pour être engagé. Alors effectivement, c'est ça le problème, mais c'est l'engrenage. Mais qu'est-ce qu'on essaye de faire sur ma chaîne? Qu'est-ce qu'on essaye de faire depuis le début? On essaye de construire une société en parallèle. Ça veut pas dire qu'on veut tout brûler dans la société actuelle. Ça veut juste dire qu'on sait très bien les limitations de notre société actuelle. On sait très bien ça. Que si t'as pas, que les mecs, si t'arrives pas avec un bac plus 12, plus 36 formations en je sais pas quoi, que t'auras pas le boulot pour faire des photocopies toute la journée, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça l'idée. Moi, c'est ça l'idée de mon truc. C'est que j'essaye
Moi, je suis un décalé, les gars. Vous pouvez pas me poser des questions sur la société traditionnelle en me disant, bon, Vol Ouest, comment je pourrais faire pour essayer de choper un boulot bac+12 en ingénierie dans une centrale nucléaire. Ben, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, justement, c'est d'essayer de vous décaler et d'essayer de vous faire comprendre qu'il y a un freeway, qu'il y a une autoroute, et que tout le monde veut qu'on soit sur cette autoroute, et puis après qu'il y a des petits chemins sur les côtés. Moi, je suis sur un petit chemin depuis 25 ans. Depuis 30 ans, je suis sur un petit chemin. J'ai quitté l'autoroute. Déjà, je n'aimais pas les péages. Les taxes, ça me gonfle déjà. Mais donc, hop, je suis parti sur les petits chemins. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de vous faire comprendre que les petits chemins, il y a plein de possibilités ici. Le problème, c'est qu'on nous répète depuis le début que les petits chemins, c'est la mort, c'est trop difficile, ça monte trop, c'est trop dur, la neige est trop molle, et ainsi de suite. Et qu'on veut vous faire rester sur les autoroutes. Et donc là, tu vois, tu me parles en termes d'autoroute. En France, quand tu te présentes à un taf, déjà, tu appelles ça un taf. C'est hyper français. Si tu n'as pas la formation correspondante, encore une terminologie hyper française, formation correspondante. Et oui, parce que vous avez 30 000 formations qui peuvent correspondre à 30 000 différents trucs. Tu peux rêver pour être engagé. Tu utilises le terme de rêver, encore un truc hyper culture française. Et donc c'est difficile pour moi, si tu veux, parce que je ne suis plus sur l'autoroute de la culture française. J'y suis plus. Je suis même pas sur l'autoroute de la culture américaine. L'autoroute est un petit peu plus sauvage. Mais je suis même pas sur l'autoroute à eux. Donc là, tu vois, tu me taf, formation correspondante et rêver. C'est 4 terminologies, si tu veux, qui sont purement françaises quand on approche le domaine du travail. Et moi, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il y a tellement de solutions et tellement de possibilités à côté de cette autoroute que je peux pas en fait vous répondre. Je peux pas te répondre sur cette question. Oui, je suis d'accord, bien évidemment, que si tu vas en termes de pommes de terre, je repars sur ma pomme de terre. Je vous l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, je pense que nos sociétés modernes font de la pomme de terre. C'est-à-dire que on est né petite pomme de terre, on va à l'école, on nous met en rang, on nous bute comme des pommes de terre. Et on fait de la monoculture de la pomme de terre. Et après, quand on sort de l'école, on devient des bonnes petites pommes de terre productives. Et donc, on fait de la pomme de terre. Donc, on apprend un langage de pomme de terre. On est dans des sociétés pommes de terre, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, rangées, que ce soit au champ ou à l'école, on est sur des rangées de tables, des rangées de chaises, des rangées d'élèves et ainsi de suite. Et on parle en termes de pommes de terre, c'est-à-dire, voilà, formation correspondante, rêve, tous ces choses-là, ce sont des termes de pommes de terre. Moi, j'essaye de vous faire comprendre que vous pouvez être un navet si vous voulez. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Mais il faut malheureusement, il faut enterrer cette culture de la pomme de terre. Et c'est très difficile. C'est très difficile de se dégager, de se défaire, de se déformater de cette monoculture du champ de pommes de terre. Et donc effectivement, si tu vas à un boulot pomme de terre et que tu te présentes en termes de pommes de terre, il va falloir que tu aies des diplômes pommes de terre. Et tu n'auras pas le choix, ce sera comme ça. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a tellement d'autres choses à faire. Il y a tellement de possibilités, surtout dans nos mondes aujourd'hui. C'est assez impressionnant pour moi, et je repars sur les grands-parents là. Mais c'est assez impressionnant de voir pour moi, en fait, le peu de débouchés qu'ont eu nos grands-parents et la vie qu'ont mené la plupart de nos grands-parents. Pas la grand-mère de l'autre connard, hein, parce qu'elle a eu un parcours différent, bien évidemment, hein, c'était l'exception. Mais la plupart de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents ont eu très peu de possibilités. Tu sortais de l'école peut-être à 12 ans, à 14 ans, à 16 ans, à 18 ans si tu avais de la chance. Voilà, tu partais à l'usine, les filles faisaient coiffeuse ou seamstress, je sais plus comment on dit en français.
Les garçons faisaient mécanicien. Enfin, je veux dire, c'était hyper autoroute, quoi. Il y avait autoroute à 2 voies, hein. Là, on est passé déjà sur un autoroute à 5 voies, et puis maintenant, avec Internet, on peut bosser de la maison. Vous pouvez faire ce que vous voulez. T'as envie d'écrire un livre, t'as Ignis Acna à quoi? T'as envie d'écrire un livre sur la vie des vers de terre. Tu peux écrire aujourd'hui un livre sur la vie des vers de terre, le mettre sur Amazon et vendre tes livres toute seule comme une grande sur Amazon. Ça, c'est quelque chose que nos grands-parents n'avaient pas accès à ça. L'ordinateur a changé énormément de choses. Donc, arrêtez d'être des pommes de terre. Arrêtez d'être des pommes de terre. Je rezappe. Tu viens d'insulter une fille. Je m'en branle, moi, si les filles, les mecs, moi j'insulte tout le monde, moi. Couturière, voilà. Couturière, coiffeuse. C'est chaud, hein. Oui, je vais remettre le live en replay. Surtout beaucoup de cornichons. Ok, quoi d'autre? Dems 650, as-tu déjà pensé à intégrer un garrot pour enfants dans l'un de tes kits? Les garrots qu'on a déjà dans nos kits, que ce soit le Softy ou que ce soit le Cat, marchent sur les enfants. Il n'y a pas de garrot dédié aux enfants. Ça vous plaît les pommes de terre? Tin, tin, tin. Nico, Lily, bonjour. Comment choisissez-vous vos machettes? Avez des critères que vous regardez en priorité? Comment je choisis mes machettes? Mais j'aime bien, c'est tout. Je prends une machette, je me dis putain, celle-là, je l'aime bien. Et voilà. Après, les machettes ont des rôles différents. Ça dépend si c'est pour le jardinage, ça dépend si c'est... voilà, ça dépend. Petite lame, tu vois, est-ce que tu es sur un truc de 12 pouces? Est-ce que tu es sur un truc de 18 pouces? Est-ce que tu veux quelque chose de plus lourd à l'avant? Voilà, ça dépend. Ça dépend de ce que je veux en faire. C'est un peu comme les marteaux, si tu veux. Les marteaux, il y en a des lourds, des moins lourds, des têtes plates. Tu vois, ils ont des fonctions, différentes, quoi. Eric Wattre et un garrot pour chien, tu l'as intégré? Oui. Le garrot pour chien, j'ai un SWAT T pour le chien. C'est très très bien pour les garrots, pour les animaux. Voilà. J'ai vu un con courir avec son kleps aujourd'hui, j'ai pensé à dans l'air. Ouais, ça je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Il y a plein de choses que je comprends pas, hein. Greg00, comment vois-tu le futur en général? Comment je vois le futur en général? Alors déjà, ça dépend des jours. ça dépend à la quantité de merdique auquel je suis confronté cette journée-là. Il y a des journées où ça va plutôt bien et où j'ai un regard sur le futur qui peut être très généreux. Il y a des jours où je me dis putain, tu vois, je vois des choses assez
assez déstabilisante et je me dis bon non c'est foutu, c'est pas possible. Et donc déjà ça dépend des jours. Mais après tu sais moi je suis pas très futur moi. Ça m'angoisse pas plus que ça. Comme je le dis depuis le début sur le blog, je travaille mon indépendance. Je suis voilà, j'ai une intention assez simple en fait. C'est de vivre le mieux possible aujourd'hui. Voilà, carpe diem, motherfucker. Tu vois. Donc voilà, maintenant si je devais donner une réponse, je pense quand même qu'on va, comme je le dis à chaque fois, qu'on va vers une société beaucoup plus. Je pense on va continuer de perdre nos libertés de plus en plus. Et ça m'inquiète. C'est pas quelque chose. Enfin, ça m'inquiète. C'est un grand mot. Ça me travaille. Je pense déjà qu'on a perdu énormément de nos libertés et je pense qu'on va encore continuer de les perdre. Donc ça, j'en suis quasi sûr. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu vois tout va s'effondrer. Je suis pas un doomer. Moi, je me dis pas putain dans 10 ans ça y est, on n'a plus de pétrole ou tu vois c'est fini. Je réfléchis très rarement en ces termes-là, mais par contre, si je suis sûr de certains trucs, et on n'est jamais sûr à 100%, hein, mais à 99%, c'est que je pense qu'on va perdre de plus en plus de nos libertés. Je pense qu'on va devenir de plus en plus techno-dépendant. Donc ça, c'est déjà deux choses dans lesquelles je suis quasi sûr, pour le meilleur et pour le pire, hein, les gars. Et donc voilà. Après, c'est difficile à dire. Est-ce qu'on va épuiser certaines ressources d'ici 20 ans? C'est possible. Est-ce qu'on va subir une catastrophe naturelle importante? C'est possible. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle, tu vois, un nouveau crash comme peut-être en 29 ou un truc beaucoup plus péchu, un effondrement de l'économie? C'est possible. Tout ça c'est possible, mais c'est pas parce que c'est possible que tu vois j'y pense toute la journée quoi. Ça me travaille pas plus que ça. Moi ce qui me travaille c'est ok comment être plus indépendant en termes de nourriture, comment être plus indépendant en termes d'économie, comment être plus indépendant en termes d'énergie, comment être plus indépendant en termes d'eau. Toi ça c'était des problèmes du quotidien qui me travaillent. Mais je pense que c'est ça aussi l'avantage de la base autonome durable, c'est que ça nous sort de la tête. Pour nous recentrer un petit peu dans le corps, c'est-à-dire que quand tu as des poules à t'occuper, quand tu as de la terre à creuser, à travailler, quand tu as des choses physiques comme ça à faire, tu réfléchis en fait beaucoup moins au futur. Et je pense que c'est un des avantages, si tu veux, de revenir un petit peu à à la terre, au travail de la terre. Ça nous, voilà, ça nous it grounds us. Je pense que c'est ça qui est important en fait. Après, comment je vois le futur, en fait, on s'en branle parce que ça peut partir en couille demain matin, comme tout peut être resté pareil pendant les 100 prochaines années. Donc c'est difficile. Les mecs qui se préparent à l'effondrement total dans 10 ans, si ça s'effondre pas, ils font quoi? Tu vois? Et les mecs qui font rien, qui se disent « Oh, mais ça va pas changer ces 100 prochaines années », si tout s'effondre demain matin, ils font quoi? Tu vois? Donc c'est un état d'esprit délicat, tu vois, parce que c'est très facile pour nous, vu qu'on est des êtres binaires en plus, c'est très facile pour nous de tomber d'un côté ou de l'autre et de se dire, mais non, tout va s'écrouler demain et je suis à fond prepper, tu vois, doomsday prepper, ou alors, mais non, mais il va rien se passer, et je suis à fond bobo, bisounours, tu vois. Donc, faut être entre les deux, faut négocier un petit peu les deux. Mais c'est pour ça que je pense qu'avoir une petite ferme comme ça, c'est la bonne manière de le faire. Parce que t'es pas enfermé dans un truc. Voilà, ça te sort un peu de ta machine à penser. C'est pas la machine à penser c'est pas la machine à penser qui dicte. Tu vois ce que je veux dire? Qui dicte nos intentions.
Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il reste 20 secondes. Merci pour vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien. Non, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Voilà, on se retrouve à une prochaine. Prenez soin de vous, bonne résilience, stay safe.